à tous. Même si on s'est déjà vu ce matin, on va quand même se présenter parce que vous nous connaissez, mais finalement ceux qui vont être derrière la vidéo ne me connaissent pas. Donc moi je suis Agnès Saint-Sulpice, donc je suis là, et je suis infirmière anesthésiste et je suis cadre formateur à l'école d'infirmiers anesthésistes de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, dans le département 78. Et moi je suis Pascal Hérat, je suis infirmier aux urgences et formateur au CESU 68 à Mulhouse. Donc pour contextualiser notre petite pause pédagogique, on va d'abord vous montrer une vidéo. On vous demandera de faire attention, de repérer ce qui concerne un petit peu la vidéo et tout ce qui est informatique. En gros, d'observer tout ce qui vous interpelle sur la place de l'ordinateur dans cette famille. D'accord. Tiens, Jackie, j'avais la surprise. J'ai reçu dans l'ordinateur. Donc, ça aussi, je l'ai reçu. Tout est là. C'est du nouveau, ça, je crois. Attends, parce qu'il doit y avoir un système. Non, mais attends. Tout à l'heure, tu l'as ouvert. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure, tu l'as ouvert. On va mettre un disque dur, ça donne avec un disque dur. Attends. Il faut le mettre comme il faut. C'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je sais pas ça. On va le mettre dans ce sens-là, on verra bien. Il faut y mettre pied, c'est pas mal. Non, ça, il est mort. Alors voilà, oui. On va le démarrer peut-être. Ouais. Oh. Ça y est, Ça y est, c'est bon. bon. Attends. C'est long, mais c'est... La dernière fois que votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, Il n'a plus répondu. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir? Oui. Non. Tu vois. Peut-être faire OK. Mais je sais pas. On va faire OK. Non, c'est... Qu'est-ce que c'est le bordel là? Non, on a mieux t'appeler quelqu'un, à mon avis. Il va passer sur le... Il est parti. Parce que si tu peux pas venir quelqu'un, tu vas faire marcher, comment... Excusez-moi. Ah, je t'ai fait pas venir quelqu'un, on n'y arrivera jamais là. Mais là, regarde sur le... au-dessus là, au-dessus du 13 là. Fais-le grimper au-dessus du 13. Si tu y arrives. Oui. Vous avez un technique pour votre PC? Un souci technique? Oui, c'est pour des explications pour voir... Comment contacter votre cabinet? Eh bien, je viens de le contacter, on m'a dit vous contacter vous. Pardon? Je viens de le contacter, ils m'ont dit je vais vous Pour un contacter. souci technique? Oui. Je suis là. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet pour mon entreprise. Ok. Alors là maintenant... Évitez de manger trop gras, salé, sucré. Sans sucre ajout. Donc je vais vous reposer la question. Alors qu'est-ce qui vous a interpellé sur la place du numérique dans cette famille? C'était une première place là. C'était la première fois. Une première fois. Oui, une première fois. C'est pas une évidence. Donc découverte alors. Oui, découverte, c'est ça. Des ambitions un peu... Enfin, une découverte, mais
peu une incompréhension aussi. Une découverte difficile, quoi. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Une étrangeté. Un ovni. Un ovni dans la cuisine. Il s'agissait de quelle génération? Oh là. Oh là. Oui, la génération A. Non. Est-ce que c'était la petite déjà à la retraite à l'essence de Donc c'est une génération avec un âge... Avancé, Est-ce que c'est l'âge qui correspond aux étudiants qu'on a l'habitude de rencontrer? Non. Pas tout à fait, mais on a quand même des étudiants, certes qui ne sont pas aussi âgés, mais qui peuvent être confrontés à les mêmes difficultés techniques. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui gèrent l'ordinateur et en général ce sont des femmes et elles ont du mal à prendre la souris pour cliquer parce qu'elles ont peur de faire des bêtises dès qu'elles cliquent sur un truc. Et puis, c'est entre l'objectif qu'il atteint à la fin, il veut faire un site internet pour son entreprise, et puis, je ne sais pas comment dire ça en un mot, mais un petit peu ambitieux. En même temps, ils font preuve, il va chercher de l'aide, donc ils font preuve d'ingéniosité, de voir comment se faire aider par un tiers. Il a cerné une carence chez lui et il a essayé de la compenser avec un tiers. Comment on pourrait représenter ça en un mot alors? En un mot. Persévérance. Ouais, c'est ça, la ténacité, mais ouais, c'est persévérance. Personne ressource. Après, on sent bien qu'au niveau de la personne ressource, elle n'est pas forcément une grande aile. Oui. Forcément une grande aile. Elle a Il y a quand même une solitude. Face à Bon, il garde quand même un sacré sang-froid quand même. Hein. Il y a de la persévérance. Oui, il va balancer par la fenêtre. Donc en fait, nous, ce qui nous avait interpellé avec Pascal dans cette vidéo, c'était, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, les génération A, ils ont peut-être quand même un âge certain, parce qu'elles datent un petit peu, ces vidéos, vous avez pu le constater. Et on s'est dit que finalement, il y a un peu de maîtrise, voire pas du tout, de l'outil informatique. Mais on s'est dit, finalement, nos jeunes, qu'on a, les jeunes étudiants, parce que finalement, quand on est dans l'enseignement supérieur, après, il y a toujours ceux qui confirment la règle, qui sont un peu plus âgés que les autres, mais généralement, nos étudiants, ils ont 18, 20 ans, 25 ans. Donc, en fait, on s'est dit avec Pascal, aujourd'hui, l'information connectée, elle est partout, la place des réseaux sociaux est primordiale, on ne peut pas faire sans, vous êtes d'accord? C'est primordial. D'ailleurs, il veut faire comme tu le disais tout à l'heure Clément, il veut faire son blog pour son entreprise. Donc c'est omniprésent et incontournable en fait l'internet. On ne peut pas faire sans. On voit bien à travers cette vidéo, cet agriculteur, pour la petite information, est éleveur de lapins. Donc il souhaite créer son site web pour donner de la visibilité à son exploitation. Donc on est parti du constat que les étudiants d'aujourd'hui, peut-être qu'eux, ils sont nés sous l'ère, enfin c'est pas peut-être, ils sont nés sous l'ère de l'information moderne, ils sont nés sous l'ère du réseau social. Et donc, on s'est dit, quelle est la place des médias électroniques chez ces jeunes? On a trouvé une étude américaine qui date de 2010, étude américaine du Kaiser Family Foundation, qui a été interrogée les 8-18 ans sur la place en fait des médias électroniques dans leur vie. Et on se rend compte, donc c'est aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils passent 7h30 par jour à utiliser des médias électroniques. Donc c'est quand même assez conséquent. 4h30 sur la télévision, 1h30 sur l'ordinateur et 1h30 sur les jeux vidéo. Donc ça, c'est une étude américaine. Avec Pascal, on a poussé un peu plus, on dit, et en France? Et bien en France, c'est exactement le même constat. Donc on a trouvé en fait une étude sur Cairn, cette fois-ci, 2016, un petit peu plus récente. Donc 2010 pour celle américaine et là 4 ans pour l'étude française. Donc les enfants de 11 ans passent 5h,8 heures en moyenne sur des écrans et les 15 ans 8h30.
Alors, un petit bémol sur ces deux études, aussi bien l'américaine que la française, parce que dans ces deux études, ils n'explorent pas l'utilisation simultanée de plusieurs médias électroniques. Je m'explique. Par exemple, un jeune adolescent va regarder un épisode sur Netflix et en même temps va avoir son téléphone portable et va chatter, envoyer des Snapchat, Instagram, etc. Donc c'est une utilisation simultanée qui peut faire gonfler ces chiffres. Donc, voilà. Autre chiffre très intéressant qu'on a trouvé, c'est que chiffre médiamétrie 2014, en France, on a 6 à 7 écrans par foyer. Tablette, liseuse, téléphone portable, ordinateur de bureau, ordinateur portable, donc c'est quand même assez conséquent, 6 à 7 écrans, c'est moyenne, on est d'accord. Autre chiffre qu'on a trouvé qui était très intéressant, c'est qu'en parallèle, 70% des plus de 12 ans considèrent en fait que la place de l'informatique et puis d'avoir accès à Internet est une vraie chance pour apprendre et dans l'apprentissage. Donc on s'est dit, à partir de tout ce constat de départ, que les étudiants qui aiment apprendre avec les écrans, ils aiment apprendre avec les écrans. Donc pour ça, on vous a développé un article Persévérance et comportement en matière de format de lecture académique chez les étudiants universitaires du monde entier. C'est une analyse d'enquête comparative par Diane Mizrachi, Université de Californie. Donc il s'agit d'une étude multicentrique qui concerne 10 293 étudiants dans 21 pays entre 2014 et 2016. Une étude quantitative et descriptive. Le but, c'est de rassembler les préférences de lecture pour apprendre et mémoriser leurs cours à partir d'un texte, soit imprimé ou électronique. Donc en fait, avant de passer à la question de recherche, pourquoi on s'est intéressé à cette étude, puisqu'on est parti du constat qu'il y avait beaucoup de places de médias électroniques en France parmi ces jeunes de 8 à 18 ans, et on s'est dit que les instances nous demandaient de tendre vers l'hybridation et de plus en plus tendre vers le virtuel, sur l'apprentissage virtuel, et surtout là avec le Covid où tout s'est accéléré. Donc on s'est dit finalement, on part du constat que ces jeunes maîtrisent le média électronique et finalement, est-ce qu'ils aiment apprendre avec ce média électronique? C'est pour ça qu'on a choisi de vous proposer cette étude et qu'on a choisi cette étude avec Pascal au cours de cet été 2020. Pascal vous a présenté en fait les grandes lignes de cette étude. Il faut savoir qu'avant cette étude, il y avait déjà eu des études antérieures, mais avec des toutes petites cohortes. C'était des cohortes de 20-22 étudiants avec des conclusions très contradictoires. Donc là, c'est pour ça que c'est une étude où les résultats, les conclusions sont plus pertinentes, parce que vous voyez bien que la cohorte de 10 293 étudiants sur 21 pays, et pas que sur des pays occidentaux, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, dans cette étude, il y avait 4 questions de recherche, mais nous, pour notre pause pédagogique, on a fait le choix de faire le focus que sur 2 questions de recherche. Les 2 sont celles-ci. Quel format imprimé ou électronique les étudiants universitaires préfèrent-ils pour leur support de cours universitaires? La deuxième, la longueur d'un texte influence-t-elle les préférences de format? Donc la première, en fait, en gros, est-ce qu'on préfère apprendre un super de cours en l'imprimant ou plutôt le lire et l'apprendre sur son ordinateur, par exemple? Deuxième question, est-ce que finalement, quand mon cours fait moins de 7 pages, est-ce que je vais l'imprimer? Ou au contraire, je vais le lire sur mon écran? S'il fait plus de 7 pages, est-ce que je l'imprime ou est-ce que je l'apprends sur mon écran? Les deux, quand même, c'est intéressant pour vous, les 2 autres questions de recherche, c'était aussi les préférences de format et les comportements. Est-ce que les comportements variaient selon les pays? On a exclu cette question de recherche, on va vous expliquer après pourquoi. Et la 4e question de recherche qu'on a exclue, c'était est-ce que la langue natale avait aussi une influence finalement sur cette préférence? Donc nous avons voulu étudier si les réponses des étudiants du Master 2 de pédagogie en sciences de la santé, vous tous,
serait identique aux 10 293 étudiants de l'étude. Donc pour cela, pour vous présenter notre méthode, on vous a pris vous comme population de l'étude. On a fait une étude quantitative, on vous a envoyé un questionnaire sur Google que vous avez eu entre le 4 août et le 31 août. Ce qui nous a permis d'évaluer, c'était l'échelle de Likert, que je vais vous présenter dans la diapo suivante. On a pris deux dimensions, préférence de format et engagement d'apprentissage. Donc voilà une des questions qu'on nous a posées. Je me souviens mieux des informations de mes cours numériques lorsque je les lis à partir de pages imprimées. Donc l'échelle de Likert est juste après, tout à fait d'accord, d'accord, sans opinion, pas d'accord, pas du tout d'accord. Donc 22 étudiants nous ont répondu. Alors les questions qu'on vous a envoyées, c'est pas nous, c'était celles de l'étude. Donc il y avait l'étude explorait 3 dimensions. Donc les préférences de format, l'engagement d'apprentissage et la langue. Nous, on a exclu la langue puisqu'on a exclu cette question de recherche. Du coup, vous êtes retrouvés à répondre à 16 déclarations. Vous avez eu 16 questions que vous devez répondre. Alors maintenant, quand on va continuer la présentation, là, vous aurez en parallèle les réponses que vous nous avez faites et celles de l'étude pour voir si finalement vous avez un profil similaire aux étudiants de l'enseignement supérieur au niveau international. Les étudiants qui ont été interrogés au niveau international, c'était à partir de la première année jusqu'au doctorat. Donc vous voyez, c'était assez large le balayage des étudiants interrogés. Alors les premiers résultats qu'on peut vous présenter, ce qui est intéressant, qui ont été explorés dans l'étude, et les questions qu'on vous a posées, dans les médias électroniques, il y en a tellement, que c'est intéressant de savoir finalement lesquels on utilise le plus. Sachant que vous pouviez répondre plusieurs réponses en même temps. Donc on voit bien, alors je vais m'approcher, ça sera peut-être plus simple. Donc là, en pourcentage, c'est la réponse de l'étude, parce qu'il y avait 10 000 étudiants, donc on a des résultats statistiques en pourcentage. Vous étiez que 19 à nous répondre à cette question. On n'a pas fait de pourcentage parce que vous êtes une toute petite cohorte. Avec l'enseignement qu'on a eu, on sait bien qu'on ne va pas faire des pourcentages sur une cohorte de 19 étudiants. Donc on voit que vous avez des réponses similaires finalement à cette cohorte internationale, puisqu'on adore finalement, on préfère lire nos cours quand c'est en version informatique sur l'ordinateur portable. Et en deuxième position vient le smartphone. Donc alors, il y a un étudiant parmi la promotion qui a dit qu'il n'aimait pas du tout lire électroniquement, n'aimait pas. Donc on voit qu'on est à peu près similaire sur la cohorte. La liseuse, il y a un étudiant. On voit bien qu'il se dégage quand même, c'est le téléphone portable et l'ordinateur portable. Donc voilà sur les outils que vous aimez utiliser pour lire un article. Un cours, pardon. Voilà, donc nous avons développé les deux questions. Alors, quel format imprimé ou électronique les étudiants universitaires préfèrent-ils pour la majorité de leurs supports de cours universitaires? Et la deuxième, la longueur d'un texte influence-t-elle les préférences de format? Donc on remarque rapidement un favoritisme à l'égard de la lecture académique sur papier. 10 étudiants sur 22 chez les étudiants de notre promotion. 78,44% des 10 293 répondants étudiants du monde entier. Pour les étudiants, le format imprimé est plus propice à la mémorisation, plus propice à la concentration, plus propice à l'utilisation des stratégies d'apprentissage, comme annoter et souligner. Donc dans la diapo suivante, on va vous montrer les différents chiffres. Alors d'un côté, on a mis les étudiants, et de l'autre côté, c'est l'étude américaine. Donc quand on regarde, on a 15 étudiants du master qui sont d'accord, ou tout à fait d'accord, sur le fait qu'ils se souviennent mieux des informations sur sources imprimées. Donc on a tout à fait d'accord, on en a 10, et on en a 5 qui sont d'accord. Donc on a rassemblé les deux. Dans l'étude du USA, on a 72%. Donc dans la question « Je peux mieux me concentrer sur le document lorsque je le lis sur papier », on a eu 22 réponses. 20 étudiants du master se concentrent mieux avec des sources imprimées.
Dans l'étude américaine, 82,02% des répondants. Là encore, on a une grosse similitude. Donc en fait, quand vous mémorisez mieux avec une source imprimée et vous vous concentrez mieux avec une source imprimée. Enfin, nous aussi, parce qu'on a répondu à l'étude, nous, on se concentre mieux, on mémorise mieux avec une source papier qu'une source électronique. Dans la suivante, je souligne et note habituellement mes cours imprimés. 16 qui sont d'accord et tout à fait d'accord. Donc il y en a 83% d'étudiants américains, enfin sur l'étude américaine. Quand je souligne et annote généralement mes lectures électroniques, on n'en a pas beaucoup. On arrive à 17 qui ne sont pas d'accord ou pas du tout d'accord. 17 sur 22 étudiants. Ils sont 24,11% à déclarer faire de même avec les lectures électroniques. On voit bien ainsi que quand il s'agit d'annoter des lectures papier, on n'a pas de problème. Par contre, vous êtes très peu à en faire de même pour tout ce qui est numérique. Donc là, en synthèse de ces premières diapositives, donc versus papier versus électronique, on préfère, pour mémoriser, se concentrer, souligner et annoter, utiliser du papier et donc imprimer son cours. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on vous a fait retransparaître correspond à ce que vous préférez effectivement. Donc là, si on répond à la première question de recherche, effectivement, pour annoter, souligner, mémoriser, se concentrer, papier. Ok. Deuxième question de recherche, c'était est-ce que l'influence de la longueur du cours change cette mémorisation, change cette concentration et change la notation. Donc c'est les deux diapositives qu'on va avoir derrière. Donc là, on vous a fait en fait une capture d'image des résultats du tableau de l'article. Mais je vous invite tout de suite à faire un focus donc, sur le petit rond rouge qu'on vous a mis là, qui considère qu'est la France. Donc là, c'est justement quand mon cours fait plus de 7 pages, et bien en fait, les étudiants français préfèrent imprimer. Et si, donc vous étiez 21 étudiants sur 22. Donc quand l'article, enfin pas l'article, je tiens mon article, hein, quand le cours fait plus de 7 pages, voilà, on veut vraiment l'imprimer, ça facilite la notation, la mémorisation et la concentration. Qu'est-ce qu'il en est justement pour l'article quand il fait moins de 7 pages? Et bien, très curieusement, quand l'article fait moins de 7 pages, les étudiants français aiment imprimer également. Ce qui est assez contradictoire avec les autres pays en fait. Quand vous regardez, on a des chiffres un petit peu qui ne sont pas identiques à l'étude. Et en fait, ce qu'ils disent dans l'article, c'est peut-être qu'il y a une particularité française. On a une culture du livre, une culture de l'écrit et une culture littéraire qui n'existe peut-être pas forcément dans les autres pays. Alors après, ils parlent d'axes peut-être aussi politiques avec certaines lois langues, etc., qu'on ne va pas présenter là, qui peut expliquer que ces chiffres est peut-être différents. Après aussi par rapport à d'autres pays, parce que le tableau là n'est pas complet, quand on va dans les pays qui ne sont pas des pays occidentaux, bien sûr ils pensent qu'ils n'impriment pas pour des raisons économiques. Après il y a aussi peut-être des raisons culturelles de développement durable également. Donc on voit que nous, les Français, que ça soit moins de 7 pages, plus de 7 pages, on aime imprimer. Par contre, vous la promotion, vous êtes, quand l'article, enfin le cours, fait moins de 7 pages, vous êtes moitié-moitié imprimé et moitié. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait dans ces chiffres. Alors ce qu'on peut penser aussi, ce qu'ils disent dans l'article, c'est que plus on avance dans les années universitaires, plus on se rapproche du doctorat, plus les étudiants impriment de moins en moins. Donc vous êtes en niveau master, donc on peut considérer que déjà vous avez l'habitude de lire de manière électronique. Voilà, donc peut-être que ce qui fait moins de 7 pages vous pose moins de problèmes. C'était une piste qu'il y avait dans l'article. Alors tout ça, c'était les résultats de l'article et de vos réponses. Mais dans cet article, il ne nous apporte pas de réponse dans le sens où pourquoi finalement on aime
on préfère apprendre sur les supports papier. Il n'y avait pas de réponse à cette question. Mais nous, quand on a fini cet article, mais pourquoi finalement? Donc, ce qu'on vous propose, c'est vous qui allez répondre à cette question. On vous propose de vous connecter avec vos smartphones, puisqu'on est dans le média électronique, de rentrer dans votre moteur de recherche cette adresse https://www.outla. Je vous laisse. Je vais laisser juste le temps que je l'écris, parce que si je l'enlève, on ne peut plus le voir. Ouais, quand vous allez l'ouvrir, il vous demandera un code qu'on va vous donner. Et on vous donnera la suite des consignes. On avait la possibilité de faire avec un QR code, mais quand on faisait de très loin, ça ne fonctionnait pas. Donc on a préféré le faire par cette méthode. Est-ce que vous avez tous réussi à arriver sur... Tapez juste www.outlac.com. Ouais, ça suffit. Sur Google, Tu vas noter le code. Oui. le petit bandeau bleu en haut. Alors le code c'est C. Majuscule ou minuscule? Oui, majuscule. C, Z, N, T, F et U. Ça y est. C'est bon? Allez, c'est bon, ça marche. Pourquoi pas faire un peu plus? Il est où le petit source HDMI? Tu l'as pas sur le papier? Donc en attendant que ça fonctionne, Mais un mot? Je peux mettre un mot? ouais, mettez déjà chacun un mot, ça y est, ça. Donc en fait, on vous propose, en attendant que l'image de mots s'affiche, on vous propose donc de répondre donc, à cette question. On peut peut-être la réécrire, Pascal, la question, pour ceux qui ont perdu de vue. Donc, à votre avis, pourquoi préfère-t-on apprendre sur des supports papier? Donc pendant que vous réagissez à travers le nuage de mots, on vous propose d'en discuter tous ensemble également. Les réactions sur le nuage de mots, c'est pour garder une trace de nos échanges, mais à votre avis, pourquoi on préfère apprendre finalement sur papier? Moi je trouve ça plus reposant en fait, et puis j'arrive mieux à rester à lire en fait quand je lis sur un ordinateur. Plus rapidement je suis perdue, je ne sais plus dans quelle ligne je suis, et du coup ça interrompt à chaque fois ma réflexion, et voilà, si je réfléchis, je sais pas, je quitte à un moment l'écran des yeux, et après je recherche où est-ce que j'étais. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas cet effet-là sur le papier, ou sur le papier, même si je pense à quelque chose, ça dépend quelque chose, quand je vais reposer mes yeux sur le papier, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite je retrouve où est-ce que je suis, et pas sur l'ordinateur. Donc tu arrives mieux à fixer ton regard sur le papier, si pour et à me repérer sur le papier. à te repérer
et à mieux te concentrer au final. C'est ça les 3 idées? Ouais, le repérage pour moi c'est important. Se repérer. Quand je recherche une information que j'ai lue sur un papier, je sais si c'était en haut de la feuille, au deuxième paragraphe ou machin, et je vais reprendre mon papier et je vais tout de suite le retrouver. Alors que sur un écran, comme ça défile en continu, je ne sais pas si c'était en haut d'une feuille, en bas d'une feuille. C'est comme quand on naviguer entre les pages, pour retourner à la page d'avant, c'est plus simple de retourner à la page. Ouais. Raphaël, La certaine utilisation aussi de ne pas avoir à ouvrir un lecteur média, etc. On peut retenir sur le papier très facilement. Et plusieurs fois, on a donc la facilité d'utilisation. Donc là, le repérage, ce que tu disais, Nora, c'était au niveau spatial, au fait, les repères spatiaux. D'accord. Et on peut surligner. On peut surligner. Alors on peut le faire sur l'ordinateur, mais on peut le faire concrètement quand on relit les mots-clés. En fait, on peut quand même plus fait le geste. Le fait de faire le geste, ça fait un repérage. Et de mémoriser et voilà. Ouais. Du coup, Olivia, moi je suis plus libre d'apprendre où je veux et comme je veux. C'est sur du papier, un support papier. Est-ce que tu peux un peu expliciter? C'est-à-dire qu'en fait, je peux l'emporter n'importe où, je peux le glisser quelque part, et puis maintenant, si j'ai envie, je sais pas, moi j'attends le train, je suis à la gare, je sors mon papier, et puis je glisse à ce moment-là. On peut faire ça avec son smartphone aussi, finalement. Oui, alors à ce moment-là, si tu veux, moi je préfère avoir un tactile, un toucher dans les doigts, et pas les sens. Voilà, si tu veux, c'est plus le sens touché que d'avoir le visuel réduit sur un écran de téléphone, par exemple. D'accord. Ok. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, moi j'ai testé les tablettes où on peut écrire dessus. Donc la notation, le surlignage, on a tout sous la main, n'importe où, on n'a qu'un support pour tout, on pourrait avoir des centaines d'articles qu'on pourrait annoter. Pour moi, je l'ai vraiment acheté dans ce truc-là, je m'en sers plus. C'est une mise en fait finalement. C'est un iPad. J'ai pas le droit de dire d'habitude, c'est un iPad. Et il est grand en plus, hein, c'est pas un tout petit truc, c'est presque un format A4 où je peux écrire dessus, je peux surligner. Je m'en suis servi 2 mois, je sais pas. Tu sais pas du tout. Mais quand je vote l'article de recherche, je vais imprimer, et je disais à mes collègues que ce soit 1 page, 2 pages, 7 pages ou 10 pages, je vais quand même imprimer et je vais quand même gribouiller dessus avec. Et pourtant j'ai toute cette facilité-là avec la tablette numérique, mais je m'en sers absolument plus. D'accord. D'accord. D'autres voulaient dire quelque chose? Alors, parce qu'un livre, moi j'ai une liseuse pour mes livres. Au début, ça me perturbait de tourner les pages physiquement. Mais pour un livre, je trouve ça très pratique parce que j'emmène à peu près 25 000 livres dans une tablette. Mais pour les cours, on a besoin de ce support pratique qui est qu'on peut promener. Alors en fait, vous verrez tout à l'heure, on fera une différence entre utiliser un média électronique pour lire, pour le loisir, et celui pour apprendre. On verra tout à l'heure que finalement, on peut aimer lire sur une liseuse et pas aimer apprendre sur une liseuse. Du coup, je ne sais plus qui... Clément. Entre l'objet et puis le contenu. Je trouve que c'est plus simple. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'associations comme ça, entre l'objet et le contenu, et si au fond, tu utilises toujours le même objet pour des contenus différents, je trouve que c'est plus difficile. Donc c'est de la simplicité, là. Si on devait devenir... Et de lire vraiment l'objet, voilà, mon bouquin de pédiatrie, il avait cette tête-là, il ressemblait à ça, les images, elles étaient associées à ça. En fait, ce que tu dis, c'est que tu vois l'objet dans sa globalité, tu vois l'épaisseur, la couverture, il est peut-être même usé. Et quand je mobilise l'information, quand je mobilisais cette information quand j'étais en examen à l'école, je retournais dans cette page, je retournais dans les questions du bouquin, et j'allais ressortir. Tout à fait. Alors que quand on a un média électronique, on a une page devant soi, mais on n'a pas l'ouvrage dans sa globalité, on n'a pas le nombre de pages, etc. Du coup, je vais juste... Olivia, alors ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais moi je trouve que quand on les a imprimés, on voit aussi comment on s'est organisé. Et tu vois quelle est la quantité d'articles qui va parler de tel sujet que tu as mis à cet endroit-là, l'autre à cet endroit-là, et puis ça te permet de voir dans un travail par exemple de recherche, quels sont tous les articles que tu as pu avoir, et tu as vraiment une organisation visuelle autre que sur un support où finalement tout est plat. Et ça, moi, ça me perturbe pour apprendre ça. Tout à fait. Et on a trouvé après une étude de neurosciences que normalement on devrait censé vous mettre, où justement ils expliquent que finalement quand on lit depuis tout petit,
en fait, il y a la latéralité de gauche à droite et le papier est posé en fait sur la table. Le fait d'avoir un écran, on ne lit plus de la même manière puisque souvent on est en verticalité et que ça change les automatismes et ça change en fait la manière de lire et donc on est perturbé pour apprendre, se mémoriser, se concentrer. Et aussi, tout à l'heure, vous disiez, il y a quelque chose, que c'était difficile de se repérer. Ça rejoint un peu ce que disait Clément, puisque finalement, quand on lit un livre ou aussi bien un article, on a tendance à regarder l'arrière, le devant, on peut le toucher, on regarde l'épaisseur, il y en a même qui vont le sentir. Et ça, sur un ordinateur, on n'a pas. En fait, on n'a que la première page. Et c'est perturbant en fait pour apprendre et se concentrer. Du coup, je crois qu'Olivia, tu voulais dire. Non, Olivia, pardon, ça, tu voulais dire quelque chose. C'est la vie. Moi, j'ai besoin du contact physique. Ouais. Que le texte, j'ai besoin de le toucher, de le ressentir physiquement. Et je n'ai pas sur l'ordinateur. J'ai parlé de sensualité du papier, mais de sensualité dans le sens de toucher et d'associer pour la mémorisation la kinésie. Ouais, tout à fait. D'être dans le mouvement pour mobiliser plus de centres cérébraux pour apprendre. Simplement lire, moi je ne peux pas lire, enfin faire que lire. J'ai besoin de rajouter d'autres sensations qui vont venir imprimer. On a lu beaucoup d'articles et dans ces articles ils disent que finalement pour lire il y a un engagement moteur aussi, il y a un engagement du corps dans la lecture et qui participe donc depuis tout petit l'enfant, donc nous depuis qu'on est tout petit on a appris à avoir un engagement comme tu le décris très bien corporel et donc ça participe à notre concentration, mémorisation et à l'apprentissage. Donc ouais, tout à fait. Et si tu veux je vais réessayer. Et juste, il y a la fatigue contre la luminosité de l'écran aussi. Parce que même s'il s'améliore sur les lumières bleues, les machins, etc., moi, j'ai mal aux yeux. Vous allez voir, on va vous lire tout à l'heure un article et on verra dans cet article, puisqu'on a développé cet article, mais finalement on s'est dit, à la fin de l'article, on ne va pas vous dire pourquoi. Du coup, on a remis un petit article à la suite qui vous explique un petit peu pourquoi on lit plus, on lit moins. On a juste un petit problème, on attend le nuage de mots qui devrait arriver maintenant. Donc on a utilisé une de nos ressources du groupe. Merci. Alors ça c'est tous les mots que vous nous avez envoyés. Donc annoter, pourquoi fait-on pour annoter, c'est plus simple. On voit le plus, c'est plus facilement je pense. Donc on vient là le côté facilitant. Parce que, à votre avis, pourquoi aussi de manière globale c'est plus facilitant pour nous? Parce que dans l'étude, il y avait deux pays qui ressortaient, c'était le Japon et la Chine. Où finalement, eux, les résultats étaient moins tranchés que dans les autres pays. Par rapport au sens de lecture? Non, c'était pas un sens de lecture, c'était pas ce qu'ils évoquaient. Alors, ils préféraient quand même le papier, mais on voyait que l'ordinateur avait quand même beaucoup plus grosse place que dans les autres pays. En Chine, non? En Chine et au Japon. Mais c'est par rapport à l'évolution, leur évolution technologique et culturelle. Parce qu'on voit, quand on regarde des émissions, peut-être, on voit les enfants qui sont beaucoup dans tout ce qui est vidéo, dans tout ce qui est... Peut-être que dans leurs écoles, ils développent... Oui. En fait, c'est exactement ça. C'est que de tout petit, ils utilisent beaucoup les médias électroniques pour l'apprentissage. Et pas que, ils utilisent aussi beaucoup le livre, mais ils utilisent beaucoup les tablettes, principalement les tablettes et les smartphones pour lire en fait. Et donc ce qui ressort un petit peu des études transversales qu'on a pu lire, c'est que nous en France, on a automatisé la lecture sur papier, mais on n'a pas automatisé la lecture sur médias électroniques. Donc à votre avis, quelle serait la piste justement pour qu'on automatise cette lecture d'apprentissage sur médias électroniques? Pour nous qui sommes anciens ou pour les enfants?
pour nous de manière générale, mais même nous finalement, mais si on partait sur les générations à venir. Voilà. Des tablettes des petites classes. Oui, en fait, effectivement, sur les petites classes, les pistes qui suggèrent et que du coup, c'est un petit peu sur quoi tend l'éducation nationale actuellement. Les tablettes. Ouais, mais après, c'est-à-dire si vous allez plus loin, les tablettes, pourquoi faire quoi? À distance, tout à distance. Essayer de développer la distance, effectivement, et puis de faire ce mixte, en fait, comme les Japonais, de faire de l'apprentissage sur tablette, mais pas de l'apprentissage pour des jeux, l'apprentissage par lecture sur des tablettes ou des ordinateurs, enfin, voilà. Et en parallèle, garder quand même la culture du papier qui est quand même importante. Oui, et puis alors... Et pour que l'œil, en fait, le corps, enfin que notre cerveau s'habitue à ces deux modes d'apprentissage par lecture. Et à la limite, un robot pourrait se Tout à l'heure, substituer aussi à l'enseignant. Et là, on voit bien que l'œil a une grosse importance. Alors, juste, du coup, Joseph, vous disiez... Oui, je voulais juste dire qu'on pourrait envisager qu'un robot, enfin une machine vocale, quoi, puisse se substituer à l'enseignant. Ça commence à fonctionner déjà. Il y a des robots très évolués qui... Mais qui puissent lire à la place de l'enseignant. Disons que les consignes puissent être données par un robot. Dans l'extrême. Oui. Alors, c'est hors sujet, mais bon, je ne sais pas si dans votre article il y avait cet élément, mais tout le côté socialisation que l'on a, si on est par tablette, cette socialisation, on va la perdre. Et chez l'enfant, chez le tout petit, alors bon. En fin de compte, on aura, certes, ça pourra, par rapport à votre travail, on va limiter le papier, etc., tout ce côté-là, mais ça aura d'autres effets pervers sur la sociabilisation du jeune enfant. C'est pour ça qu'ils disent qu'il ne faut pas faire que ça. Voilà. Il faut faire du mixte, en fait. D'accord. Que du mixte, en fait. Et avez-vous, ils abordent la qualité de la rétention de l'information chez les jeunes enfants qui apprendraient sur le document numérique? Pas du tout. Pas dans cet article-là. D'autres articles qu'on a vus, j'imagine, c'est pas... Après, il y a plein d'articles. C'est vaste, comme vous l'avez dit. Moi j'ai juste un bug en fait parce que est-ce qu'on veut en arriver là parce qu'on se rend compte que tout le monde passe beaucoup plus de temps devant les écrans, donc l'idée c'est d'inclure du coup ce mode-là où les gens passent du temps dessus, ou est-ce que l'apprentissage avec le papier pose problème en soi? Non, nous on se posait la question. On se disait, souvent maintenant dans les universités, ils font payer le papier. Certains informateurs ne donnent plus de papier. Alors on se posait la question, est-ce que les gens apprennent mieux maintenant avec tout ce qui est informatique, ou est-ce qu'il faut quand même, nous formateurs, penser toujours à ces documents papier? Parce que si on se rend compte que finalement on a tous besoin de papier, de documents, c'est peut-être à réfléchir, peut-être pas faire payant, parce que si on fait payer à certaines populations, à certaines personnes en difficulté, ben on va augmenter encore les écarts entre, on va dire, le pauvre jeune n'a pas d'ordinateur, mais là, on va dire, le pauvre jeune, il n'a pas d'imprimante pour travailler. Après, il y avait aussi, oui, enfin, clairement, le développement durable, hein, Oui, c'est la dématérialisation, des raisons économiques aussi. Clairement, il faut tendre vers ces écrans, mais peut-être que de dire tout, on fait tout écran et puis voilà, il n'y a plus de papier, peut-être à réfléchir, à avoir une réflexion, nous, parce que là, on s'est placé en tant que pédagogue, de dire voilà, maintenant on nous impose, on nous demande de tendre vers l'hybridation. Comment entraîner ces jeunes, ceux qui arrivent et ceux qui vont arriver bientôt ou dans les années, comment les préparer justement à ne pas devoir tendre vers le papier et à savoir apprendre sur un média électronique en fait. Donc, alors du coup, il y a Pierre. Et en fin de compte, il y a une disparition totale du manuscrit en fait. Non, c'est ce qu'on te disait tout à l'heure, il faut continuer à... Non, mais c'est ça, parce que si on dit on préfère apprendre, parce que ça me trotte dans la tête, moi je suis incapable d'apprendre, même si j'ai imprimé
ma fiche, si je fais une fiche de résumé sur un ordinateur, parce que c'est plus simple d'associer les mots, de compléter la fiche et des trucs comme ça, je vais le faire sur l'ordinateur, c'est facile. Mais après, j'arriverai pas à apprendre. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est parce qu'on l'a pas automatisé. Nous, c'est pas, on l'a pas appris depuis qu'on est tout petit. Alors, on n'a pas les réponses, mais dans certaines études, ils se posent la question si du coup, c'est quelque chose qui devient un apprentissage depuis qu'on est tout petit, d'apprendre papier et d'apprendre en version numérique, et que tu l'automatises et que ça devient du système 1 en fait, au final. J'avais pas compris ça. Et bien que ça serait plus une difficulté. Mais ils n'en savent rien parce que finalement, on se rend compte qu'au niveau international, personne vraiment a cette culture de l'éducation à dire c'est 50-50 ou 100%, etc. Il y a encore beaucoup cette culture papier, d'autant plus en France. Nous, notre idée, c'était surtout, on n'avait aucune prétention de vous dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est de vous dire qu'actuellement, si on a peut-être tous l'idée que les jeunes actuels lisent plus sur le numérique, peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Et ça, nous, dans notre étude, on s'est quand même rendu compte que nous, on avait peut-être pas, on n'allait pas dans, nous, on pensait que les jeunes de maintenant, ils étaient plus sur leur tablette, qu'ils lisaient plus leur revue, qu'ils lisaient plus. Peut-être qu'on s'est dit, peut-être qu'on s'est peut-être un peu trompé. Et puis surtout que là, qu'il faut faire attention aux stratégies d'apprentissage qu'on leur propose. Justement, c'était pour ça notre réflexion de dire, finalement, c'est pas parce qu'ils ont 20 ans et qu'ils ont 7 écrans par famille et qu'ils passent beaucoup de temps sur les écrans que finalement ils aiment apprendre avec cet écran. Donc attention, ok. Donc moi, je suis formateur, comment je fais finalement avec cette hybridation pour qu'ils continuent à se concentrer et à aimer apprendre et à pas qu'il y ait ce décrochage. Et qu'est-ce que je peux leur proposer pour que peut-être gagner en automatisme, je ne sais pas. Donc on n'a pas forcément une des solutions, c'est de commencer depuis tout petit. Sauf que nous, les étudiants qu'on a là maintenant, côté petit, il va se passer peut-être 10 ans avant qu'ils aiment apprendre sur l'écran. On n'a pas le temps. Donc, je rejoins Pierre quand il dit qu'il ne peut pas apprendre sur quelque chose de tapuscrit. Moi j'ai du mal aussi, mais moi j'ai dans le mouvement, toujours dans le mouvement, le fait d'écrire donne un mouvement au bras, mouvement à la main, et du coup ça sollicite d'autres verbes. Je sais pas, j'ai pas. Mais le fait de taper, c'est passif. Taper, c'est passif. Écrire, c'est actif. Est-ce qu'ils mettent en avant ça marche pour gens qui sont visuels ou plutôt auditifs? Non, pas du tout. Ils en parlent pas du tout parce qu'on sait que c'est une façon d'apprendre aussi, que ça joue dans la. Disons que l'enquête ne parle pas de la façon d'apprendre. L'enquête, elle nous dit bien que c'est une observation. Mais ils ne nous disent pas pourquoi Et est-ce que dans l'article, il donne une justification du choix de 7 pages pour un document de cours? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est la taille d'un cours, 7 pages. Oui, ils le disent. En fait, ils disent qu'en fait, ils se sont servis d'une revue de littérature et que dans la revue de littérature, c'est ce qui ressortait qu'en fait, que moins de 7 pages, c'était considéré comme un texte court et plus de 7 pages, c'était un texte long. Il y a même certains, dans la revue de littérature, qui disaient que dans certains articles, c'était plus de 12 pages. Et là, en fait, ils avaient fait une moyenne. Ils expliquent que ils sont appuyés sur une revue de littérature pour dire moins ou plus de 7 pages. Donc là, on vous a rajouté un article, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, qui explique un petit peu pourquoi. Parce qu'on ne voulait pas arriver à la fin de notre présentation en vous laissant une grosse question. On s'est dit, on ne veut pas vous envoyer tout ça à la maison pour travailler, rechercher, ce qu'on a fait tous les deux, rechercher les articles. Et du coup, on vous a mis l'article, on vous l'a mis dans la bibliographie, vous allez le retrouver. Il y en a deux en fait principaux, c'est neurosciences et apprentissage à l'ENSA numérique et l'autre lecture écran, lecture papier, discours d'élèves de lycée professionnel. Et en fait, à travers les réponses qu'on peut trouver, c'est ce que vous nous avez dit, et donc on a essayé de vous en faire une synthèse. Donc on n'a pas automatisé la lecture sur écran, le besoin de l'engagement de tout le corps, ce que vous disiez, toucher, odeur, vue, l'importance de la motricité dans la lecture, verticalité, latéralité sur papier et écran support vertical, que l'œil hiérarchise différemment. Parce que quand on a ouvert son écran d'ordinateur, souvent on a WhatsApp qui arrive, on a une deuxième page, une troisième page. Quand on a note sur l'écran, il faut aller chercher le petit stylet, il faut souligner, c'est plus compliqué. L'histoire de la lumière aussi.
le rétroéclairage sur l'écran, alors que quand on lit sur papier, la lumière est extérieure. Donc quand on lit sur papier, l'œil se fatigue moins vite. Et l'hyperattention volatile sur écran, on a du mal à se concentrer parce qu'il y a plein d'informations qui arrivent en même temps. Donc c'est vraiment tout ce que vous nous avez dit au final. Donc peut-être c'est des leviers sur lesquels nous, pédagogues, il faut qu'on travaille pour faciliter l'apprentissage des étudiants sur écran. Donc en conclusion, on peut dire qu'en 1922, Edison disait que le cinéma allait révolutionner l'éducation et même suppléer les livres dans les écoles. Il en a été de même pour la radio, puis pour la télévision. Alors nous sommes loin aujourd'hui de ces prédictions. On peut peut-être se poser la même question. Oui, donc. Est-ce que les écrans vont révolutionner Donc c'est Gutenberg qui a gagné alors. Parce que finalement, vous n'apportez aucun élément positif à l'apprentissage sur l'écran. Dans l'article, justement. Sur l'article des neurosciences. Donc pourquoi se questionner comment on pourrait favoriser l'apprentissage sur l'écran alors qu'il n'y a aucun élément positif? Parce qu'on travaille beaucoup en distanciel, parce qu'on demande aux étudiants, enfin, on nous a demandé de faire des formations hybrides. C'est la commande. C'est la commande. Et du coup, on met plein de choses sur le Moodle. Donc les étudiants ont travaillé sur tablette, sur écran. Effectivement, on n'a pas la possibilité d'imprimer. Oui, alors qu'on pourrait se dire finalement comment favoriser ce que vous disiez tout à l'heure. Des problèmes discriminatoires et favoriser ceux qui n'ont pas d'imprimante puissent avoir une imprimante pour imprimer ce qu'ils doivent apprendre. On est bizarre quand même. On est en train de se créer des problèmes où en fait on s'est prouvé que ça ne marche pas. Actuellement dans les IFSI, vous allez me dire si je me trompe, les étudiants ils travaillent pratiquement un jour sur 3 à la maison. C'est ça, un jour sur 2. On est d'accord. Du coup les cours arrivent. Les cours arrivent à la maison, donc s'ils ne les impriment pas, il faut qu'ils apprennent à faire. Actuellement, c'est ça. C'est un choix de. Enfin, nous, ils font un jour sur 2 et ils font des choses sur papier parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, parce qu'ils n'ont pas d'accès. Donc c'est à nous de nous adapter. Et là, pas pour qu'ils apprennent sur écran, mais pour d'adapter les supports qu'on leur propose ou des choses qu'on leur fait faire pour qu'ils aient la possibilité de travailler sur papier. Pour que ce soit possible, parce que concrètement, si on dit ok c'est comme ça, de toute façon le distanciel c'est pas obligé c'est sur écran. Enfin moi je suis pas ok avec ça de tout de suite, c'est tout le monde, c'est le distanciel c'est sur écran. Et c'est comme ça. Et il faut que les gens aient un écran, il faut que les gens aient un accès internet, et oui il faut, mais c'est pas. Il y a un an quand on a débuté ensemble, on aurait pensé que ça allait aller si vite. Là on est même certains en train de se dire il faudrait que je fasse une nouvelle formation, comment travailler les cours différents. Et, du coup, une des solutions à ça, ce serait est-ce qu'il ne faudrait pas adapter notre cours distanciel à la possibilité de prise de notes pendant le déroulé de la chose et stimuler ça. Parce qu'en fait, dans les facultés, ça fait quelques années qu'on commence les cours par DVD, etc. Et les étudiants, paradoxalement, ils prenaient des notes pendant un film. C'était prévu pour, et puis les résultats ont pas baissé. Et est-ce que nous, justement, en voulant être trop innovants, on oublie le fait que en fait, ça peut être bien d'adapter nos trucs à la prise de notes? C'est vrai qu'on oublie ça. Ça, c'est une très bonne question. Chacun de nous va y réfléchir dès demain. Nous, on voulait juste c'était l'actualité. On est bien tombé. Les gens commencent à travailler à la maison, ont leurs écrans. Les jeunes, l'école d'INF, il n'y en a plus aucun qui a été à l'école du mois de mars au mois de juin. Du coup, ils ont pu s'y mettre très vite. Aucun distanciel, que du présentiel. La volonté pour le moment, c'est pas être distanciel justement pour plein de raisons, celles que vous avez expliquées là. On a encore la possibilité de faire de la autant possible, faire un peu de distanciation physique parce qu'on a la possibilité de travailler sur 2 sites. Donc ça permet de ne pas mélanger trop de promos. On peut travailler sur 2 sites, mais pour le moment, la volonté, ça reste présentiel à 100%. Pour plein de raisons. Après, pour conclure et pour mettre le mot de la fin, parce que le temps avance,
Moi, il y a même quelque chose qui m'interpelle. Effectivement, la petite diapositive de neurosciences dit que effectivement, c'est pas si positif que ça, mais mine de rien, si on renverse la chose dans un autre sens, si on prend un autre profil d'apprentissage, quand on prend des 10 qui utilisent un ordinateur de manière quotidienne depuis qu'ils sont tout petits pour apprendre, ils y arrivent très bien. Donc, eux, ils sont en difficulté à l'inverse, ils sont en difficulté. Eux, ils ont une difficulté. Oui, ils ont donc pas... là, l'ordinateur est une ressource. Oui, mais ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à aimer apprendre sur cet ordinateur. Il y a eu une phase d'apprentissage qui a été nécessaire pendant quelques mois. Donc je pense qu'il y a aussi le cerveau. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais peut-être qu'il y a une souplesse si on apprend depuis très longtemps que le cerveau est capable de s'adapter et qu'on est capable de tendre vers ce type d'apprentissage. Ce sera donc un sujet d'exploration future.